La Russie célèbre en silence, tandis que ses ingénieurs ont enfin découvert comment neutraliser l'arme qui a ravagé ses lignes logistiques pendant des mois. Mais ce que le Kremlin ignore, c'est que l'Ukraine vient de mettre au point quelque chose de potentiellement bien plus dévastateur, beaucoup moins cher et presque impossible à arrêter. Une innovation qui transforme des drones ordinaires en tueurs de précision capables de faire exactement ce que faisaient les HIMARS, mais pour une fraction infime du coût. Le système de lance-roquettes multiple M142 HIMARS, fabriqué par Lockheed Martin, a représenté pendant des années le cauchemar absolu des commandants russes. Ce monstre d'artillerie mobile, développé à la fin des années 90 pour l'armée américaine, allie puissance destructrice et mobilité exceptionnelle. Sa plateforme montée sur un châssis de camion FMTV M1140 de 5 tonnes lui permet d'exécuter des opérations de tir et de repli à une vitesse qui laissait aux forces russes à peine le temps de réagir. Les caractéristiques techniques du HIMARS restent impressionnantes, même selon les standards actuels. Avec une longueur de 7 mètres, un poids de 16 200 kg, une vitesse maximale de 85 km/h et un moteur de 290 chevaux-vapeur. Cette bête peut opérer sur un rayon de près de 500 km. Chaque lanceur transporte un conteneur contenant 6 roquettes du système de lancement multiple guidé, ou un unique missile ATACMS, selon la mission assignée. Au cours de la seconde moitié de l'année 2022 et d'une grande partie de l'année 2023, les environ 39 systèmes HIMARS fournis à l'Ukraine, accompagnés de plusieurs milliers de missiles, ont semé une dévastation absolue dans les positions russes. Les dépôts de munitions explosaient en boules de feu visibles à des kilomètres à la ronde. Les quartiers généraux étaient réduits à des tas de décombres fumants. Les lignes de ravitaillement russes se transformaient en cimetières de véhicules calcinés. Le blogueur militaire russe, influent Merat Khairulin, reconnaissait en décembre 2023. Le premier facteur a été les HIMARS, qui ont éliminé nos dépôts militaires de la zone proche. Toute la seconde moitié de l'année dernière a été qualifiée de période de grands feux d'artifice sur le front. Les dommages ont été considérables. L'arrière-garde russe a dû se reconstruire en marche. L'offensive ukrainienne dans l'oblast de Kharkiv a démontré la puissance dévastatrice de ces systèmes. L'Ukraine a reconquis de vastes bandes de territoire, pendant que les HIMARS neutralisaient systématiquement les systèmes de défense aérienne, les centres de commandement, les batteries d'artillerie et les entrepôts logistiques ennemis. La précision était terrifiante pour les Russes. Le système touche généralement à moins d'1 mètre de la cible, à des distances allant jusqu'à 150 km. Cependant, la guerre en Ukraine enseigne constamment qu'aucun avantage technologique ne reste invincible indéfiniment. La Russie a consacré des ressources massives à percer les secrets du HIMARS. En octobre 2023, des médias russes ont rapporté que des fragments d'une roquette HIMARS étaient tombés dans le district de Bodenovski à Donetsk occupé, la majorité des composants électroniques étant apparemment intacts. Les ingénieurs du Kremlin avaient enfin ce dont ils avaient besoin pour développer des contre-mesures efficaces. La guerre électronique russe a commencé à produire des résultats dévastateurs. Dès mai 2023, CNN rapportait déjà comment le brouillage électronique russe faisait rater leurs cibles aux missiles HIMARS. La précision chirurgicale qui avait défini le système s'estompait progressivement tandis que les contre-mesures russes s'amélioraient constamment. Djadliadjaj. Chronologie du déclin des HIMARS sur le territoire ukrainien. Octobre 2023. Fragments de roquettes HIMARS récupérés par les ingénieurs russes à Donetsk. Occupé 8 jours plus tard. Premier HIMARS prétendument détruit près d'Inulé après 15 mois d'opération. Fin 2023. Deuxième HIMARS signalé détruit près de Molodijne. Mars à décembre 2024. Les rapports russes de HIMARS endommagés augmentent de façon spectaculaire. 31 systèmes HIMARS prétendument endommagés ou détruits selon les sources russes. 1629 projectiles. HIMARS interceptés au cours de l'année 2024 selon le ministre russe de la Défense. Novembre 2025.
utilisation réduite à environ 5 missiles tous les 2 jours. Le ministre russe de la Défense Andrei Belousov déclarait en décembre: les forces russes ont abattu 1629 projectiles de roquettes HIMARS au cours de l'année. La prestigieuse revue The Atlantic a confirmé que l'efficacité du HIMARS avait été réduite, concurrencée à peine 10% grâce aux innovations russes en guerre électronique. L'arme qui avait terrorisé les forces de Poutine n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. L'Ukraine ne reconnaît officiellement que 4 systèmes HIMARS endommagés ou détruits, et non les 40 que la Russie revendique. Cependant, les chiffres russes d'impact revendiqués dépassent le nombre total de systèmes HIMARS livrés à l'Ukraine. Quels que soient les chiffres réels, la réduction drastique de l'emploi de ces systèmes est indéniable. L'expert militaire Thomas Steiner avertissait le journal allemand Bild en juillet. Les munitions GMLRS pour les lance-roquettes multiples HIMARS dureront jusqu'en septembre, mais seulement avec une utilisation prudente. La pénurie de munitions, combinée à l'efficacité réduite et au net ralentissement des livraisons d'armes occidentales au cours de l'année 2025, a créé un vide critique dans la capacité ukrainienne à frapper des cibles à moyenne et longue portée. Les postes de commandement ennemis, les centres logistiques, les systèmes de guerre électronique et de renseignement, ainsi que les batteries de défense aérienne étaient temporairement hors de portée ukrainienne. Mais l'Ukraine n'est pas un pays qui accepte la défaite passivement. Les ingénieurs ukrainiens, mondialement reconnus pour leur expertise en technologie de drones, se sont mis au travail sur une solution révolutionnaire. Une nouvelle classe de drones d'attaque à moyenne portée, conçue spécifiquement pour combler le vide laissé par les HIMARS. Ces véhicules aériens sans pilote occupent l'espace entre les petits drones FPV qui sont devenus omniprésents sur le champ de bataille, et les drones à longue portée que l'Ukraine utilise pour frapper des objectifs stratégiques en profondeur sur le territoire russe. Un représentant d'un important fabricant ukrainien de drones a expliqué à la revue de défense Oboronka: les forces russes dans la zone d'attaque sont bien camouflées et dispersées. Un drone d'attaque à moyenne portée nous permet de les frapper là où ils ne s'y attendent pas et là où ils sont concentrés. Le développement de cette nouvelle catégorie de drones a présenté des défis techniques uniques. Les drones ukrainiens à longue portée, tels que le FP1 ou le Lyuti, se guident exclusivement par GPS vers leur cible. Les drones FPV et ceux à moyenne portée, en revanche, nécessitent une liaison en direct avec l'opérateur pour le guidage visuel, le contrôle de vol et la confirmation de l'impact. Créer un canal de communication fiable pour des drones opérant à des distances supérieures à 30 km s'est révélé extraordinairement complexe. Les principales menaces contre ces systèmes sont les équipements de guerre électronique russes et les drones intercepteurs. Une tactique évidente contre les intercepteurs consiste à voler à très basse altitude, ce qui offre une protection significative contre les drones et les radars. Cela exige toutefois des systèmes de communication bien plus avancés que ceux utilisés sur les drones FPV classiques. Au départ, les drones ukrainiens à moyenne portée étaient équipés de composants de communication, de caméras et de GPS bon marché. Il fallait donc plusieurs drones pour détruire une seule cible, une inefficacité inacceptable en période de pénurie de ressources. Progressivement, les développeurs ont été contraints d'intégrer de meilleurs composants et plusieurs systèmes de communication et de contrôle redondants. Le processus d'essai a demandé un temps précieux. Nogaview, arsenal ukrainien de drones de moyenne portée opérationnelle, Rubaka, Cooper et Kaki, portés de 200 km, ogives de plusieurs kilogrammes, utilisés régulièrement en Crimée et dans le Donbass, Bulava, masse d'armes, et RAM 2X, portée de 100 km, système de guidage terminal, grande manœuvrabilité, charge jusqu'à 5 kg, FP2 de Firepoint, portée de 200 km, ogive jusqu'à 100 kg, capable de détruire des cibles importantes ou fortifiées. UJ-26, Bobert, Castor, propulsion par hélice, convertie de longue à moyenne portée.
Skyline 300. Propulsion à réaction, adaptée pour la profondeur opérationnelle. Peclo, en fer. Et Bars, Léopard. Munitions rôdeuses, spécialisées, le travail à grande échelle sur les drones d'attaque à moyenne portée n'a véritablement commencé qu'à l'automne 2024. Jusque-là, l'État avait montré peu d'intérêt à les développer ou à les acquérir, probablement en raison du succès et de la disponibilité plus importante des HIMARS à cette époque. Au printemps 2025, la situation avait radicalement changé. Vadim Soukharevski, alors commandant des forces des systèmes sans pilote d'Ukraine, a révélé que plus de 400 drones à moyenne portée avaient été déployés rien qu'en avril et mai. Un officier portant le pseudonyme Falco, du 14e régiment séparé de drones, a confirmé que les drones d'attaque à moyenne portée constituent désormais une classe à part au sein des forces de défense. Bravin, cluster technologique de défense ukrainien de premier plan, a également signalé une très forte demande pour cette catégorie de drones. Le FP2, fabriqué par Firepoint, est probablement devenu le drone à moyenne portée le plus connu et le plus efficace de l'arsenal ukrainien. Version redessinée du FP1 à longue portée, il vole désormais 200 km au lieu de 800, mais compense la réduction de portée par une ogive, pouvant emporter jusqu'à 100 kg d'explosifs, suffisamment pour détruire des cibles importantes ou fortement fortifiées. Les résultats se font déjà sentir sur le champ de bataille. Le 8 novembre, des chaînes russes ont rapporté la destruction d'un système de missiles solaires S-400 Triumph, d'une valeur de 200 millions de dollars près du village d'Ouyutnoï en Crimée, par une attaque FP2. 5 jours plus tard, des FP2 ont de nouveau frappé, éliminant une installation russe de fabrication de drones Orion sur l'aérodrome de Kirovské en Crimée occupée. La direction principale du renseignement de l'Ukraine a diffusé des images d'impact FP2 sur un train de carburant russe près de Dovzhansk et sur un entrepôt logistique à Roskishne, tous deux situés à plus de 140 km derrière la ligne de front. Elle a également documenté une attaque FP2 contre un bâtiment à Avdiivka occupé qui aurait éliminé de nombreux officiers et opérateurs de drones de l'unité d'élite russe de drones Rubicon. Le nouveau commandant des forces des systèmes sans pilote, Robert Magyar-Brovdi, a reçu pour mission de couvrir la ligne de front sur 3 niveaux, tactique, opérationnel et stratégique. Son objectif est d'étendre la zone de mort. Cette zone où tout mouvement d'infanterie ou de matériel risque une destruction immédiate. Selon les capacités de chaque unité, cette zone peut s'étendre entre 5 et 15 km de profondeur de chaque côté. Au-delà s'étend la zone grise, territoire traditionnellement dévolu aux HIMARS, où les systèmes d'attaque à moyenne portée laissent désormais leur marque en tant qu'outils chirurgicaux pour éliminer des cibles russes coûteuses et de haute priorité. Cependant, des défis considérables subsistent avant que ces drones puissent être déployés en quantité suffisante pour changer décisivement le cours de la guerre. Les fabricants ukrainiens ne parviennent actuellement pas à répondre à la demande militaire croissante. Bravin a fait du développement des drones à moyenne portée l'un des piliers d'un nouveau programme de subvention, dont l'objectif principal est de remplacer partiellement les systèmes de lance-roquettes multiples, en particulier les HIMARS. Vadim Hlushko, fondateur de la communauté Osint Cyber-Borochno, a observé avec diplomatie. Ici, comme dans bien d'autres domaines, ceux qui ont l'argent sont ceux qui en font le plus usage. S'il faut y voir du bon ou du mauvais, c'est difficile à dire, mais la coordination entre les organisations fait souvent défaut. Les restrictions budgétaires ont affecté la capacité du gouvernement à maintenir la production de ces drones. Deviro, l'entreprise ukrainienne qui fabrique le système de reconnaissance et d'attaque Bulava, a rencontré des problèmes d'acquisition étatique au début de l'année 2025. Les contrats gouvernementaux précédents avaient expiré alors qu'un nouveau lot de drones était prêt au déploiement mais non payé. Deviro a décidé de livrer gratuitement ces drones à des unités spécialisées afin qu'elles puissent se familiariser avec le système. Finalement, le financement est devenu de pays partenaires plutôt que du gouvernement ukrainien. Un autre défi critique concerne la création d'ogives standardisées. Fabriquer une munition efficace pesant plusieurs kilogrammes
ne consiste pas simplement à remplir un tube d'explosifs. Cela exige une approche scientifique rigoureuse et un équilibre délicat entre la taille de l'ogive et son coût. Augmenter la charge utile accroît le poids total, ce qui nécessite des moteurs plus puissants et des conceptions de fuselage différentes, faisant ainsi grimper le prix final. Brave a lancé la production d'ogives standardisées en 2023. Environ 50 fabricants de munitions pour drones et plus de 250 types codifiés sont apparus par la suite. Néanmoins, on identifie encore régulièrement des munitions d'origine soviétique adaptées à l'usage sur drone dans les débris de drones ukrainiens de moyenne portée abattue. Comme pour chaque système d'armes introduit dans cette guerre, il est probablement seulement question de temps avant que les Russes ne développent des contre-mesures efficaces contre les drones ukrainiens de moyenne portée. Mais pour l'instant, l'Ukraine a trouvé une manière brillante de maintenir la pression sur les forces d'invasion, démontrant une fois de plus que l'innovation peut triompher même des contraintes de ressources les plus sévères. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.